Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, rentrée solennelle des cours et tribunaux, le chef de l'État annonce un programme de construction de 69 infrastructures judiciaires, un programme d'un montant de 250 milliards de francs CFA. Plus de détails dans cette édition. Dame Justice défendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Maître Mamadou Seck déplore le déficit de confiance et la défiance des citoyens à l'égard de la justice. Et puis l'actualité, c'est aussi les tensions dans le secteur du transport. À Thiès, pour ou contre la grève, les deux camps s'affrontent dans les points stratégiques de la Cité du Rail. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le chef de l'État, Macky Sall, annonce la construction d'un programme de 250 milliards de francs CFA, un programme de 69 infrastructures pour mieux vêtir Dame Justice. Le chef de l'État, Macky Sall, a présidé la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Mamadou Fall. 250 milliards dégagés cette année pour un programme de construction de 69 infrastructures judiciaires. Un programme annoncé par le chef de l'État qui présidait la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Programme inédit pour la justice d'un financement global de 250 milliards sur le budget propre de l'État se poursuivra jusqu'en 2027 avec la réalisation de 69 infrastructures, notamment des cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et autres structures connexes. Une rentrée des cours et tribunaux qui a pour thème protection des usagers dans le système de la santé publique. Le président évoque l'accessibilité du secteur. Le sujet est d'une complexité certaine, tant il touche à des domaines variés et engage des responsabilités à la fois individuelles et collectives. L'État doit pleinement assumer les siennes. C'est sa mission régalienne, dérivée de la Constitution. Voilà pourquoi je tiens particulièrement à la maintenance des infrastructures et équipements de santé. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des usagers, mais également dans celui des soignants et autres personnels de santé. Concernant la perception des populations à l'égard de la justice, le président Sall déclare: La confiance des citoyens en la justice n'est pas une exclusivité de notre pays. Dans un pays partenaire, une loi vient d'être votée, une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Et dans cette même cérémonie, le bâtonnier des ordres des avocats dénonce le discrédit jeté souvent sur la justice. Maître Mamadou Seck déplore le déficit de confiance et la défiance des citoyens à l'égard de la justice. Notre justice n'a pas été épargnée ces derniers temps, où nous avons été témoins généralement d'une confrontation entre les institutions et les citoyens, dont les formes comme les raisons ont pu laisser perplexes certains. Les commentaires sont aisés, fréquents, rarement convergents, et les attentes des uns et des autres souvent teintées de contradictions. Quand les réseaux sociaux cherchent à s'imposer au droit et à la justice, quand le principe même d'autorité est rejeté, quand le triomphe de droits subjectifs illimités est revendiqué avec âpreté sur des bases à géométrie variable, quand les décisions de justice sont aussitôt contestées, voire vilipendées, quand les juges sont psychologiquement menacés ou considérés comme des adversaires politiques, les acteurs de la justice sont interpellés au plus haut point pour que la justice
ne tende pas à devenir le patient de son propre système judiciaire. Qu'il soit à tort ou à raison, le déficit de confiance et la défiance des citoyens à l'égard de leur justice jettent de façon dommageable le soupçon sur une institution qui ne le mérite pas et qui doit être respectée. Et dans l'actualité politique, lendemain du méga meeting de PASTEF, Alioune Tine appelle au dialogue entre pouvoir et opposition en vue des échéances, des prochaines échéances électorales. Le débat politique, la décrispation du champ politique s'impose selon le fondateur d'Africa Jom Center, Cheikh Diop. Sonko est formel. Ce sera désormais œil pour œil, dent pour dent. J'ai déjà fait mon testament, entre autres propos du leader de PASTEF. Un discours qui peut conduire le Sénégal à un sérieux problème d'instabilité politique. Alioune Tine n'adhère pas du tout. Et tous les discours qui ont été tenus, c'est pour dire qu'il ne faut pas aller à la justice. Ça veut dire c'est la préparation à l'affrontement, à la bataille. Et ce n'est guère rassurant. De l'autre côté aussi, on l'a dit, depuis mars 2021, avec les événements, l'État se prépare. Je pense qu'on a renforcé les capacités de réaction des forces de défense et de sécurité. Et il n'y a pas si longtemps, on va au recrutement également de 2000 gendarmes auxiliaires. Ça veut dire que des deux côtés, on ne se prépare pas à l'affrontement dans les urnes, mais on se prépare à l'affrontement dans la rue. 2 ans que le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr tient en haleine le Sénégal. Alors, le temps est venu pour que la justice tranche. Une manière de sauvegarder la paix. En tant qu'homme politique, il ne doit pas refuser de répondre à l'accusation d'un autre citoyen. Et d'habitude, les politiciens, le tribunal, c'est une occasion qui lui est donnée pour exprimer ses opinions. Et si c'est de la politique, condamner l'injustice et ce qui se fait. Mais le fait de refuser de répondre au tribunal, moi je n'approuve pas ça. Et je trouve aucun citoyen n'a le droit de refuser de répondre à l'accusation, par exemple, d'un autre citoyen. Un rassemblement, la plupart sont des jeunes. Le fondateur d'Africa Jom Center parle à la jeunesse. Vous savez ce que disent les Camerounais quand j'ai parlé de Boko Haram? Il dit, quelqu'un qui est à terre, il ne peut plus tomber. Il ne faut pas laisser la jeunesse à terre. Ça, c'est extrêmement important. Et la jeunesse africaine, pour la plupart du temps, ils sont à terre. Ils ne peuvent plus tomber. Donc, ils n'ont rien à perdre. Et aujourd'hui aussi, il faut bien comprendre les codes. Et également les changements qu'il y a au Sénégal. C'est un changement extrêmement rapide. Et la jeunesse s'identifie à quelqu'un qu'il considère comme jeune. Et la jeunesse est dans une espèce de, comment on appelle ça encore, d'alternance générationnelle. Qu'on le veuille ou non, quand on regarde ce qui se passe dans la sous-région avec les coups d'État, on voit que les jeunes sont en première ligne tout le temps. Donc, il faut s'intéresser aux problèmes de la jeunesse. Nos interlocuteurs sollicitent l'intervention des relèves généraux, des leaders de la société civile, des médias pour éviter que la situation ne se dégénère en une situation grosse de danger susceptible de laisser des traces profondes sur le vivre ensemble et les institutions publiques. Merci cher. Et puis cette alerte enlèvement signalée dans le sud du Sénégal, des éléments armés dissidents de la faction de César Atoute Badiat auraient enlevé hier un jeune de Santhiaba Manchac qui prenait part à des travaux communautaires de débroussaillement. Les hommes armés ont ouvert le feu sur les jeunes et dispersé le groupe avant de kidnapper le jeune homme en question. Explication, Lamine Ba.
C'était le branle-bas hier dans la commune de Santhiaba-Manchak où une activité de mobilisation communautaire à l'actif des jeunes a été dispersée par des éléments armés qui ont enlevé l'un d'eux. Il s'agit d'une activité de débroussaillement et de balisage des pistes communautaires longtemps abandonnées pour préparer le retour des populations déplacées qui a été stoppé net par des éléments armés dissidents du camp de César Atoute Badiate selon nos sources. Ils ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes qui s'est détaché du grand groupe qui tentait de nettoyer une piste anciennement pratiquée mais abandonnée du fait de la crise. Une panique généralisée a suivi les coups de feu tirés par les éléments armés qui se sont par la suite repliés, les jeunes avec eux. La panique s'est depuis hier emparée des populations de Santhiaba-Manchak qui craignent pour la vie du jeune enlevé par les éléments dissidents de la faction de César Atoute Badiate. Nous avons appris que l'armée sillonne toute la zone du Santhiaba-Manchak depuis hier sur les traces du groupe armé qui détient le jeune otage. Cet incident intervient dans un contexte où l'aménagement des zones abandonnées depuis plus de 3 décennies du fait du conflit est en cours pour préparer le relogement des déplacés retournés à la faveur de la sécurisation des zones en question par l'armée, ce qui risque de constituer un gros coup de frein à la politique d'encouragement au retour des populations déplacées entamée par l'État depuis bientôt 2 ans. Cet incident renseigne également sur le désaccord qui mine les effectifs du chef de guerre César Atoute Badiate dans son engagement à participer au processus de dépôt des armes, un nouveau paradigme à intégrer dans la gestion du dossier casamançais. Ils sont élus il y a de cela une année. Ce 23 janvier marque l'an 1 de l'élection des maires. Alors comment se comportent les novices en politique? Vous allez le voir, pour les anciens comme pour les néophytes, les défis restent à peu près les mêmes. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'était le 23 janvier 2022, une journée qui marquait pour certains le début d'une histoire et pour d'autres, c'était la poursuite d'une aventure qui avait déjà démarré depuis des années. C'est le cas du député maire de Vélingara, président de l'UAL, élu pour un 4e mandat. Un challenge, mais aussi c'est le fruit aussi d'une confiance renouvelée entre moi et mon équipe et les populations de la commune de Vélingara. C'est parce que c'est une famille. C'est devenu nous, donc mon nom et mon histoire est lié à l'histoire de Vélingara. Nous avons fait beaucoup de réalisations, nous avons investi. Et ce mandat nous en a donné encore davantage de courage pour dire que je considère que je n'avais pas fait grand-chose jusqu'à présent, malgré cette satisfaction de cette population. Pour Magueye Ndiaye, c'était une nouvelle aventure qui démarrait. Porté à la tête de la commune d'Angor sous la bannière de Yewwi Askan Wi, il juge positive cette première année de son mandat. Dans le conseil municipal, on voit des gens de divers horizons et diverses appartenances politiques qui s'impliquent vraiment pour faire avancer les choses. Et au-delà même du conseil, des gens qui sont autour en termes de conseil, d'appui, d'accompagnement dans le déroulé de nos actions. Et nous les en remercions. C'est positif également en termes sur les aspects financiers. On avait promis des choses également qu'on est en train de mettre en place. Je peux prendre en témoin cette infrastructure-là, le stade. On avait promis aux populations de tout faire pour leur mettre à disposition le plus tôt possible. Aujourd'hui, vous voyez, on est en phase de finalisation. Vous m'avez trouvé sur le terrain. Les défis à relever sont nombreux et les travailleurs des collectivités territoriales s'impatientent. Souvent, on a des abus qu'on a constatés, des licenciements abusifs, puisque ceux qui sont arrivés ont certainement promis à ceux qui ont fait campagne avec eux de les recruter. Nous sommes obligés, dans les semaines à venir, de corser la lutte, c'est-à-dire d'amplifier, n'est-ce pas, les services minimums et tout, et nous risquons de les abandonner. Et je crois que ce n'est pas bien pour les populations. La question de la fonction publique locale demeure toujours d'actualité. Nous ne comprenons pas que chaque fois qu'il y a des mesures comme celles qui viennent de se passer, les augmentations de salaire, et que nous soyons laissés en rade. Or, l'article 29 du Code des collectivités territoriales a clairement dit que chaque fois qu'il y a hausse maintenant au niveau de l'État central, les collectivités locales doivent être impactées. On invite vraiment l'État à revoir le statut des élus locaux, à les encourager, à les inviter, à les former. C'est l'idéal, même de les recycler, de les former pour qu'ils puissent bénéficier de certains avantages. Surtout vous dire que cette fonction publique locale, elle est déjà presque en marche. Le ministère est déjà engagé. Le directeur du centre est en train de travailler en relation avec tous les ministères sectoriels concernés. Et Inch'Allah, nous allons continuer à accompagner, à faciliter ce travail-là. C'était le 23 janvier 2022, les élections territoriales, on a jour pour jour.
Alors maintenant, dans le Nord, non-respect de la parité au sein des conseils municipaux et départementaux. Le bureau de la mairie de Sinthiou-Bamambé réélu. Après l'arrêté de la Cour d'appel de Saint-Louis, le maire de la ville, par ailleurs ministre des collectivités locales, appelle à l'union. Ali Bandelnian et Lachli. Après l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Louis, suite à sa saisine au lendemain des élections locales sur le non-respect de la parité dans la répartition des sièges, le bureau du conseil municipal de Sinthiou-Bamambé vient d'être recomposé. Les conseillers municipaux convoqués à cet effet ont procédé à l'élection des 3 adjoints. Un signal fort envoyé par le maire Mamadou Talla, par ailleurs ministre des collectivités locales. Et c'est également une volonté affirmée de ma part de respecter la loi. Donc l'année dernière, au moment où il fallait faire le bureau, il y avait des interprétations en disant que le maire ne faisant pas partie du bureau ou bien que le maire est déjà élu, l'élection ne le concernait pas. Des interprétations ont fait que nous avions démarré l'élection par le premier adjoint, le deuxième, le troisième. Et alors donc on nous a dit qu'il faut que le deuxième donc soit en tout cas attribué à une femme. Et alors aujourd'hui donc, à l'unanimité, les conseils donc, ont accepté donc, cette volonté que j'ai voulu imprimer ici. Et en tout état de cause, nous avons refait notre bureau dans le calme et dans la sérénité. Et donc nous avons le maire qui est un homme, premier adjoint une femme, deuxième adjoint donc un homme et troisième adjoint donc une femme. Comme la Cour d'appel a pris une décision, on doit la respecter. Toujours est-il que, vu ce qui s'est passé au niveau national, je crois qu'il faut revoir quand même soit la loi ou bien le décret pour qu'on puisse avoir une lecture beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis au ministère des collectivités territoriales. Les demandes, en tout cas les recours, le nombre de recours au niveau national est élevé. D'autres collectivités, dans notre département également, n'ont pas pu le respecter. Soit c'est des interprétations, soit c'est d'autres considérations. Sur les 13 collectivités du département de Kanel, il n'y en a que 3 qui ont essayé donc de faire de respecter donc la répartition telle qu'elle a été définie. Comme pour donner le bon exemple, le ministre des collectivités locales et maire de Sinthiou-Bamambé appelle à tous ses collègues au respect des lois et règlements en vigueur. Acteur politique et responsable apériste dans le département de Kanel, Mamadou Talla n'a pas manqué d'appeler à la mobilisation autour du président de la République. L'autre grand titre de cette édition à Thiès, les grévistes et non-grévistes s'affrontent. Les deux camps ne parlent pas le même langage à propos de cette grève. La tension est vive dans la cité du rail. Regardez ce reportage édifiant de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. La gare routière de Thiès s'est réveillée ce matin de façon brutale. Des échauffourées ont éclaté entre les chauffeurs apprentis grévistes et les autres qui ont décidé de ne pas respecter le mot d'ordre. Ils en ont venu sérieusement aux mains. Ça fait 6 jours, on est en train de mener une grève pour les mesures que l'État a prises. C'est aujourd'hui, les chauffeurs sont révoltés. Parce qu'on a vu que depuis le premier jour, il y a peu de taxis qui roulent sur la terre de la commune de Thiès. Les chauffeurs disent qu'il faut que les autres chauffeurs fassent comme nous. Arrêter le travail jusqu'à l'État appelle pour une négociation. Le porte-parole des grévistes invite l'État à des négociations pour trouver le plus rapidement possible une solution à cette crise. Tout ce qu'on veut, les 23 points qu'il met à poubelle. L'État est venu avec les nouvelles propositions qu'on discute avec nous. C'est ça qu'on veut. Depuis 3 ans, nous on parle directement avec le ministère des Transports. On veut que l'État mette un centre de formation professionnelle pour les chauffeurs. Parce que les chauffeurs méritent mieux que les étudiants et les autres corps. Si l'État veut que les situations changent. 3 personnes ont été arrêtées dans les rangs des grévistes par les forces de l'ordre qui sont intervenues de façon prompte pour éviter le pire. Eux tirent les marrons du feu de cette grève des transporteurs. À Hambourg, les chauffeurs des véhicules communément appelés Wargainde, ils ne quittent plus le volant. Ils réclament d'ailleurs des licences de transport en bonne et due forme. Leur porte-parole avec notre équipe Hambourg. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons.
Et puis Modou Kairé, secrétaire général du syndicat des professionnels des transports routiers du Sénégal et de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, sollicite la suspension du mot d'ordre de grève et prône la concertation. Nous l'écoutons avec notre équipe à Tambacounda. Modou Kairé, coordinateur national de l'UCRAO, secrétaire général du SPTRS. Oui, effectivement. Nous tenons à ce que cette grève soit terminée pour au moins continuer à négocier avec l'État. Puisque simplement, nous prenons des gens en otage. Ceux qui veulent travailler, qui ont leur propre véhicule, en ce moment, ne peuvent le faire pour défaut de sécurité. Également, ceux qui demandent à aller en grève et qui sont les meneurs de cette grève-là, pratiquement, si l'on voit bien clair, à commencer par leur leader, il est député à l'Assemblée nationale, il est maire de sa commune. En ce moment, il perçoit son salaire mensuel. Donc, si les véhicules s'arrêtaient d'ici 3 mois, cela n'aurait aucune différence en lui. Par contre, il y a des Sénégalais qui ne vivent qu'au quotidien avec leurs véhicules. Alors, je pense que ce n'est ni le moment ni l'heure de parler de grève. Également, par rapport à nos blessés qui sont dans les hôpitaux, accidentés, par rapport à ceux qui doivent aller pour peut-être des rendez-vous médicaux, à ceux qui doivent aller pour des séminaires de formation ou autre chose. Tous ces gens-là, on les met en otage. Pourquoi? Puisque tout simplement, il y a 4 individus qui sont là, qui mènent une grève, mais un arrêt de travail auquel ils disent encore une grève illimitée. Et jusqu'à quand? Il est temps quand même que les forces de défense et de sécurité se mettent sur les lieux pour sécuriser les lieux d'activité des gares routières et ensuite permettre aux conducteurs routiers de travailler librement. Et Seyou goûte à la grève. Les transporteurs ont bien suivi le mot d'ordre qui a paralysé, vous allez le voir, tout le secteur. Reportage Bakary Conté, Kalidjame. À Sédhiou, le mot d'ordre de grève est largement suivi par les transporteurs. Ces derniers traversent d'énormes difficultés pour assurer la dépense quotidienne. Malgré tout, ils ne comptent guère reculer. Nous suivons cette grève même jusqu'à 3 mois. Nous respecterons le mot d'ordre de grève. Nous savons que Macky Sall ne reculera pas. Nous aussi, nous campons sur notre décision. Nous allons respecter tout ce que notre syndicat nous demande. Nous sommes chauffeurs et nous vivons que de ça. Le gasoil est devenu cher. Les 40 litres coûtent actuellement 30 300. 40 litres, 30 300. Cette grève est difficile. On n'a jamais pensé que ce mot d'ordre de grève durera plusieurs jours. On avait pensé qu'après 2 ou 3 jours, l'État allait trouver un consensus avec les syndicats. C'est compliqué, mais l'essentiel que les problèmes se règlent. Les élèves sont là, ils veulent rentrer, mais ils sont bloqués ici à Sédhiou. Moi qui vous parle, je viens de Tivaouane. Impossible de rentrer à cause de la grève. Je suis obligé d'échanger chaque jour au téléphone avec ma famille. Une situation que déplore ce père de famille voulant se rendre en Gambie est bloqué à Sédhiou depuis 3 jours. Lamine Touré. Cette grève nous a beaucoup fatigués. Les choses sont dures. Moi, pour nourrir ma famille, il me faut faire des voyages. Donc, si cela est impossible, nous allons souffrir. Depuis 3 jours, je suis là bloqué à Sédhiou. Je ne peux pas avoir de véhicule pour me rendre en Gambie. Plusieurs secteurs dont le commerce sont paralysés. Dalandan Ndiaye et Abdoulaye Sadio affirment. Cette paralysie du transport nous a beaucoup fatigués. Je viens de Boudjemar pour faire le commerce à Sédhiou. Je suis obligé de prendre une moto Jakarta à 5 000 francs pour une petite distance. Avec cette situation, comment je vais survivre? À Sédhiou, transporteurs et passagers demandent aux 2 parties d'aller à la table de négociation afin de mettre fin à ce calvaire. Atelier de validation de la digitalisation du système sanitaire. Les acteurs se sont réunis pour échanger sur l'urgence. Compte rendu de la cérémonie, Moussa Mané. La digitalisation des documents médicaux individuels, un combat longtemps mené par les acteurs de la santé. À travers un atelier de validation politique, ils en ont profité pour finaliser certains prérequis. Parce que l'heure est à la digitalisation. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a des initiatives parcellaires. Mais c'est le moment de mettre un cadre d'harmonisation pour pouvoir être interopérable.
avec tous les autres secteurs tels que l'état civil, l'assurance maladie, l'université également est avec nous à cette rencontre, ainsi que les responsables de la santé au niveau des régions. Cependant, le déploiement des plateformes numériques a permis de constater certaines avancées, mais le chantier reste encore à ses débuts. On a même une loi qui est prévue, il y a une loi déjà qui est prévue et des décrets. C'est pour vraiment l'aspect réglementaire. C'est une question fondamentale. Sans ça, on ne pourra pas aller vers la e-santé. Et pour ça, déjà, il y a la loi qui va être très claire sur qui a accès, qui n'a pas accès. Même dans cette loi, on a même déjà discuté de s'il y a quelqu'un qui est décédé, à qui doivent appartenir les droits. Tout ça, on a discuté et on a écrit dans des avant-projets de textes qui seront partagés avec le gouvernement. On y pense et c'est très important qu'on ait des garanties et on aura ces garanties-là pour aller vers ça. La digitalisation est une solution qui vient à son heure vu la nécessité de moderniser le système national de santé. Cet espace étant mis en place, maintenant quand tu vas en consultation, on prend tes données, on les met dans cet espace numérique. Ça peut être 5 gigas, on commence avec 5 gigas par exemple. Si on met cet espace-là, donc on met les données, tu as tes codes d'accès. Tout est informatisé. Donc ce sera facile, je pense, de passer d'une plateforme à une autre pour encore mieux recadrer tout ce qu'on faisait. Dans son discours du 31 décembre dernier, le chef de l'État avait demandé la digitalisation du système de santé, aujourd'hui devenue une réalité. Et venons-en au Festival des Arts et Cultures, le FESNAC de Kaffrine. C'est aussi les colloques et symposiums. Et en marge de la réunion ministérielle du FESNAC, la coopération culturelle entre les républiques de la Gambie et du Sénégal est mise à jour. Objectif, l'application des décisions prises par les deux pays dans le domaine de la culture, bien évidemment. Compte rendu, Ibou Diouf. Cette coopération culturelle entre le Sénégal et la Gambie existe depuis 2018, mais il fallait revoir les orientations dans l'optique d'avoir plus d'impact dans le domaine de la culture et des arts. Et la 11e édition du FESNAC a permis d'échanger à nouveau sur cette coopération. C'est ainsi qu'un programme exécutif a été préparé en amont par nos services compétents depuis la visite officielle que j'ai effectuée en Gambie sur invitation de mon homologue, que je remercie encore une fois pour la qualité de ma visite de travail, l'accueil et la pertinence des sujets abordés. Pour nous actualiser li nga xamné mom la président Adama Barrow président. L'idée est d'actualiser les principales recommandations issues des accords de 2018 et de s'appuyer aussi sur la culture pour renforcer l'intégration dans l'espace sénégambien. Voilà ce qui démontre encore une fois une culture qui est unique pour les deux pays. À la suite de la visite du ministre de la Culture en Gambie, les deux ministres de la Culture des deux pays ont encore une fois décidé de collaborer, cette fois dans le domaine du 7e art, à savoir le cinéma. Et tout ce qui touche l'organisation de foires pour mettre en valeur la création artistique, littéraire et culturelle par les deux pays. Et dans les tout prochains jours également, un autre accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle va être finalisé. Et je pense que vous allez bientôt voir au niveau du petit écran dans vos salons des films coproduits par le Sénégal et la Gambie, comme nous venons de le faire tout récemment avec les films Tirailleurs coproduits par le Sénégal et la France. La 11e édition du FESNAC et à travers les colloques et symposiums reste des tribunes pour les acteurs culturels de la Gambie et du Sénégal. Comme l'illustre ce cadeau du ministre de la Culture, une enveloppe d'1 million de francs CFA destinée à la Miss Gambie de 2022. Et puis, religion, la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao a célébré la messe d'action de grâce de l'Ascension d'obédience chrétienne catholique. Les noces de Cana, elle est constituée de femmes laïques qui s'activent, vous le savez, depuis 15 ans dans la pastorale sociale en faveur des prêtres par des actions ponctuelles, matérielles. L'association présente dans tous les diocèses du Sénégal est très bien accueillie par les
l'église. Ce dimanche, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, l'évêque du diocèse de Kolda, a présidé un office pour les 15 ans de bienfaits des noces de Cana au profit des prêtres. Compte rendu Daniel Diouf, Youssou Baro. 15 ans d'existence sociale et religieuse, les noces de Cana dans tous les diocèses du Sénégal. La fondatrice, au même titre que le clergé catholique, manifeste toute sa gratitude exprimée en action de grâce à l'Éternel et aux femmes qui composent cette organisation. En ce jour solennel où nous fêtons nos 15 ans d'existence, nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire. Lui qui est la source du vrai vin dont notre monde a besoin. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, en tout temps et en toutes circonstances. C'était en 2008. Il y a donc 15 ans, l'association catholique Les Noces de Cana voyait le jour. L'objectif principal, œuvrer dans la pastorale sociale en direction des prêtres. Depuis 15 ans, elle ne cesse d'être sensible à la situation matérielle des prêtres dans les paroisses de tous les diocèses du Sénégal. Et elle recommence. Certes, ce sont des gestes ponctuels, mais qui ont valeur d'exemple à la suite de Marie. Cette démarche de miséricorde a sonné à son heure, religieusement reçue par l'Église. La fonction de prêtre n'est pas sans charge et lui-même pas salarié. Des paroisses, des fondations tant bien que mal tentent de subsister à des difficultés matérielles, source de souffrance que le statut de prêtre ou encore la morale chrétienne ne permet pas d'exhiber à tout va. Quand un prêtre se demande comment il va faire pour mettre quelque chose dans la marmite, comment il va faire pour payer le personnel qui est à son service, comment il va faire pour aller même prêcher l'évangile parce que le carburant manque pour sa voiture ou sa moto, il y a problème, il y a question. Pour rappel, les noces de Cana renvoient à ce couple du village de Cana en Galilée, en pleine détresse parce que manquant de vin à servir à leurs invités. Jésus était là avec des disciples, Marie aussi, sa mère. Alors, soucieuse de cette détresse, elle demanda à son fils de faire quelque chose. Jésus accomplit ainsi son premier miracle, transformant des jarres d'eau en jarres de vin. C'est cette démarche altruiste de Marie qui aura inspiré la fondatrice et les membres de l'association catholique Les Noces de Cana, aujourd'hui répandue dans tout le pays. Merci Daniel. L'intégralité de la cérémonie assure dimanche dans votre émission dominicale Chemin de la foi. Et puis un mot de sport, championnat d'Afrique des Nations 2023, le Sénégal fait déjà mieux qu'en 2011. Les Lions locaux visent désormais le dernier carré en Algérie, cher Sadibou Diarra. L'équipe nationale locale du Sénégal est en quart de finale du CHAN 2023. Elle finit première du groupe B avec 2 victoires, 1 défaite, 4 buts inscrits, un seul encaissé et espère faire mieux qu'en 2009 avec une place de demi-finaliste. L'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, on était venu pour vraiment... Notre objectif, c'est de sortir le match de groupe. On savait qu'on était dans un groupe très relevé, qui n'était pas facile. Et maintenant, quand on est en quart, on sait que l'objectif sera les demi. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça. Et on est content d'être en quart vraiment parce qu'on voulait, et surtout on voulait rester ici dans cette ville qui nous porte vraiment bonheur, que ce public nous adopte. Nous donne cette qualification à notre football local, le football local du Sénégal. Lamine Camara, le joueur sénégalais le plus en vue du premier tour, n'a pu terminer la rencontre face à la République démocratique du Congo. Mais c'est plus de peur que de mal
Ouais, Lamine, c'est un joueur très très important pour nous. Donc quand on a vu qu'il avait pris un coup en première mi-temps, on voyait qu'il boitait un tout petit peu, mais après c'est vraiment ces gamins, ce sont des patriotes parce qu'il a voulu vraiment jouer ce match et terminer. Et à la mi-temps, bon, je lui ai posé la question parce que avec aussi le staff médical, on a discuté pour le laisser un tout petit peu et quand on a vu qu'il a pris un autre coup, on l'a de suite sorti pour le préserver. L'équipe nationale locale du Sénégal joue son quart de finale ce vendredi à 19h à Annaba. Sur sa route, le vainqueur du groupe D que se disputent l'Angola, le Mali et la Mauritanie. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Dans un instant, retrouvez Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.